Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission À table avec Grâce. Grâce Boussanga ici pour vous accompagner. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'un homme de vision et surtout aussi un entrepreneur très engagé dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de monsieur Georges Nana. Donc Georges, merci beaucoup. Comment ça va? Je vais super bien, grâce. Et toi? Ça va bien, merci en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, tu es entrepreneur, tu es aussi auteur, tu es aussi un stratège. Moi, j'aimerais savoir, en fait, ces casquettes-là, comment elles te sont, en fait, apparues? Écoute, ce sont des casquettes on les porte sans même le savoir. Et cela vient aussi d'une inspiration de mentors. Et cela a commencé tout jeune, très jeune. J'étais encore au secondaire. Et je cherchais mon chemin. J'étais impliqué au niveau scolaire. Je participais également à la vie sociale régulièrement. Mais j'avais un oncle maternel qui travaillait dans une grande ville de mon pays natal et qui était un grand gestionnaire dans une société portière qui était investi dans l'entrepreneuriat au niveau agricole, qui était également investi au niveau communautaire, qui participait aux activités et tout. Et je me posais toujours la question de comment est-ce qu'il trouvait le temps pour pouvoir tout faire cela. On le voyait un peu partout et il était présent, il était toujours souriant et enclin, toujours au contact avec les personnes. Et de là, j'ai commencé à me rapprocher progressivement de lui et comprendre. J'ai vu qu'en fait, non, c'est quelqu'un qui était toujours entouré, qui travaillait avec des gens, qui déléguait beaucoup et ça lui donnait la possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Et cela m'a inspiré et j'ai commencé petit à petit à travers mes implications, à développer des initiatives tournées vers l'entrepreneuriat. Et plus tard, j'ai fini mes études secondaires, je suis allé à l'université, j'ai continué à m'impliquer et j'ai lancé ma première entreprise. Puis, j'ai trouvé mon emploi. Donc, j'ai commencé à faire plusieurs choses à la fois et progressivement, une étape à la fois, ça a commencé à me donner des compétences qui me permettent aujourd'hui de prévaloir à plusieurs siècles. Bah, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le petit garçon dont tu parles, c'est le même Georges que je retrouve en fait aujourd'hui parce que tu es très très impliqué justement, que ce soit en francophonie aussi en entrepreneuriat. Puis ça fait à peu près 7 ans, tu me disais que maintenant tu es au Canada et puis je trouve que ton ascension, si je peux dire ça, encore ta progression, elle s'est faite quand même assez très rapidement et puis tu as vraiment réussi en fait à t'intégrer dans l'écosystème au final. Donc c'est quoi les petits secrets au final? Écoute, je pense qu'il n'y a pas de secret vraiment. L'idéal, c'est toujours d'être soi, d'avoir son grand sourire, de rencontrer des personnes, d'apprendre à vivre dans son nouveau milieu de vie et aussi de ne pas avoir peur d'apporter ce qu'on a, ce qu'on est dans son écosystème parce que, tu sais, le Canada, c'est un pays qui se construit avec des personnes là et nous sommes presque tous issus de quelque part en arrivant au Canada et on n'a pas une expérience. C'est ça qui fait la beauté du pays. Donc, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je me laisse aller, que je m'ouvre aux personnes et l'écosystème m'a accepté tout doucement. Mais je dirais aussi que c'est passé par mon premier emploi à l'ouverture au milieu professionnel. Mon tout premier emploi au Canada était au sein du Conseil économique francophone au Nouveau-Brunswick. Et j'ai été en contact rapidement avec l'écosystème. J'ai compris les enjeux et en participant, en contribuant sur le plan bénévole également, cela m'a donné l'aisance à faire partie de cet écosystème. Est-ce que tout à l'heure, tu nous as parlé de chemin? Il y a une phrase que tu aimes beaucoup dire, tu dis être né en chemin. J'ai l'impression que c'est une espèce de philosophie qui est là, qui t'accompagne ou qui t'a accompagné et qui est encore en train de t'accompagner. Oui. Écoute, oui, c'est une philosophie, mais c'est aussi l'histoire de ma propre vie. Je m'inspire justement des différentes étapes par lesquelles je suis passé, de ma naissance à ce que je suis devenu aujourd'hui. Et j'ai compris que, oui, effectivement, on est quelqu'un, on est ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes passés à travers des défis, des réussites, et ainsi de suite. Et c'est ce chemin-là qui nous construit, qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, être né en chemin, c'est pas juste le fait que, oui, je suis un enfant né en chemin, mais c'est que c'est une philosophie de vie, là.
c'est évoluer, se développer et prendre le courage d'oser, de ne pas attendre que ce soit parfait. Et c'est en évoluant par l'action qu'on devient ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça qui est un chemin pour moi. Est-ce que tu penses que c'est, comment je peux dire ça, ta mentalité d'entrepreneur ou ton envie de devenir entrepreneur, est-ce que c'est vraiment arrivé quand tu étais dans ton pays d'origine ou vraiment quand tu es arrivé ici? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que quand on arrive ici en tant qu'immigrant, bah bien sûr, il y a la survie qui est là et puis la principale survie ou la principale source de revenus, ça va être en fait l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été plus ou moins de cette manière-là que tu t'es lancé ou c'était complètement, tu t'es dit que depuis que tu es petit, tu vas devenir entrepreneur? Oui, si je dis, c'est en arrivant au Canada, le thème entrepreneur était certes présent dans mon esprit, mais je ne me suis jamais identifié concrètement comme un entrepreneur. Mais lorsque je fais un recul tout petit, j'étais beaucoup tourné vers le commercial. Mais je me souviens, pendant les périodes de fin d'année, période de Noël, et on aimait toujours avoir des beaux petits gadgets, des cadeaux et ainsi de suite. Mais à la maison, si papa ou maman avait $1 ou bien 10 francs CFA à te donner, et il fallait que si tu veux le plus beau gadget ou bien la plus belle tennis, je suis un fan de chaussures, il fallait que tu ailles travailler. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je ramassais des mangues, je les vendais et j'utilisais ma recette pour m'acheter, pour compléter les ressources et m'acheter le cadeau de mon choix. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à le faire de façon habituelle. C'était pas la canne à sucre que je vendais, c'était un ci, un ça, et je faisais une petite épargne. Et à travers cela, j'ai appris, j'ai commencé à épargner. Et je me souviens, lorsque j'allais en classe de seconde, j'avais quasiment acheté toutes mes fournitures scolaires moi-même. Wow, mon tout premier téléphone, okay. Oui. Je l'ai acheté moi-même avec des ressources que j'avais travaillées. Ce qui fait que je n'avais jamais pensé que c'était l'entrepreneuriat. Et en étudiant, en côtoyant d'autres personnes dans le milieu des affaires, cela m'a permis de comprendre qu'il s'agit d'un métier. Donc, en arrivant au Canada, le parcours d'immigrant nous donne parfois l'audace, la force de passer à travers des barrières linguistiques, des barrières raciales, ainsi de suite. Et utiliser cette force-là, cela m'a permis d'officiellement me lancer et de créer mon entreprise. Donc, je dirais que parfois, l'entrepreneuriat, on l'a en nous, à travers nos actions. C'est vrai. Et aujourd'hui, on t'appelle entrepreneur, mais tu dis l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons chaque jour qui peut nous rendre autonomes. Là. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Bah, tu nous as parlé que tu as réussi à trouver ton nouvel emploi. Et après, mais en même temps, tu as lancé aussi ta propre entreprise, donc Tout des Finances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de Tout des Finances? Oui, Tout des Finances vient d'un concept familial. Déjà, Tout des veut dire famille en ma langue maternelle. Et dans mon pays d'origine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup observé, travaillé auprès de leaders, de chefs d'entreprise, mais je n'avais jamais osé me lancer. À mon propre compte, bien sûr, je m'associais régulièrement pour pouvoir réaliser des projets, mais je ne t'ai jamais levé de moi et me dire « Ok, c'est bon, j'y vais ». Mais quand je suis arrivé au Canada, on est passé à travers la grande période de crise, la pandémie mondiale, ainsi de suite, qui a été une période de remise en question pour beaucoup de personnes. Et moi, j'avais un emploi en ce moment qui m'occupait très peu. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire pendant le temps libre? Je faisais de la pâtisserie. J'accompagnais des personnes qui voulaient se lancer en affaires. Et je m'associais également avec d'autres personnes. Mais un soir, dans une discussion avec un partenaire qui avait décidé de ne plus faire affaire avec moi, j'ai dit, mais écoute, je peux me lancer moi-même. Et c'est de là qu'est parti Access Business déjà, qui est ma toute première entreprise au Canada, puis Tout des Finances qui est venu et a donné aussi vie au groupe Tout des, parce qu'à travers Tout des Finances, j'ai pu développer d'autres entreprises, toujours dans mes domaines de passion. Et c'est ça, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on parle de finance, il y a aussi une maison d'édition, on en reparlera un peu plus tard. Et c'est quoi la troisième, je pense qu'il y a une troisième... Je m'investis également dans la green technology. OK. Oui, donc j'ai Tout des Finances, j'ai Tout des
Green Tech et j'ai tout des Inside qui est mon label d'édition. Ok, super, félicitations. Merci. Je remarque que justement ton aventure entrepreneuriale, on dirait que tu as envie de la partager avec tout le monde, notamment auprès des jeunes, mais aussi auprès des communautés ethnoculturelles. Pourquoi en fait cette envie justement de partager cette histoire auprès de ces deux publics? Ah, écoute, parfois on le fait sans même se poser la question, mais lorsqu'on se pose vraiment la question, on comprend que c'est parfois... j'ai toujours été à la quête d'une certaine équité. Et même dans mon pays d'origine au Cameroun, j'ai beaucoup travaillé avec les communautés marginalisées, Ok. les personnes réfugiées. Au Cameroun, on a souvent eu beaucoup de personnes réfugiées. Les jeunes qui sont beaucoup plus à la quête de leur place dans la société, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai compris que c'est une vocation pour moi. Et à chaque jour, ce que je veux faire, à chaque fois que je souhaite contribuer, mon regard est d'abord tourné vers qui sont ceux qui ont le plus de difficultés à pouvoir accéder à leur plein potentiel. C'est mon premier regard et c'est cela qui m'inspire, qui m'amène à initier. Je fais beaucoup d'initiatives avec les jeunes. J'ai commencé à faire des initiatives aussi avec l'Afrique francophone. Ouais. Ah oui, je vois le potentiel qu'il y a, mais parfois les barrières qu'on s'auto-définit nous-mêmes. Et c'est ça qui m'anime à initier en faveur de toutes ces personnes-là. Mais justement, comment on peut faire pour défaire ces barrières, pour justement inciter les personnes, ces communautés-là, à se lancer en fait en affaires? Oui, ben, écoute, ça passe déjà par la création de modèles de réussite et développer davantage la confiance en soi parce que je sais que en toute personne, au fond de nous, il y a une force, il y a une rage, il y a un plein potentiel qui parfois se laisse influencer par d'autres choses. Donc, moi, ce que je préconise, c'est toujours de donner la place à tout un chacun de briller et d'encourager justement cette lumière-là. C'est un peu comme une flamme en chacun de nous qu'il faut attiser. Il faut attiser de façon permanente pour qu'elle ne s'éteigne pas et qu'elle continue. Je t'assure que moi aussi, parfois, je fais un repli à l'intérieur pour attiser ma flamme, pour qu'elle ne s'éteigne pas et qu'elle me donne toujours l'envie de rester passionné et d'encourager. Écoute, reste avec nous, ne bouge pas, on va prendre une courte petite pause et comme ça tu vas nous parler justement de ton livre. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes, ne bougez pas, à tout de suite. Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue. Tout à l'heure, nous étions avec Georges Nana et puis on va reprendre notre conversation. Donc, on parlait justement en fait de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des communautés ethnoculturelles. Et puis, notamment, moi, j'aimerais beaucoup, en fait, justement, il y a plusieurs initiatives que tu as sorties. Donc, on voit, il y a une cellule d'entrepreneurs justement pour les communautés ethnoculturelles. Et il y a aussi un gros projet phare, deuxième édition, troisième édition, pardon, Safid qui arrive. J'aimerais beaucoup en fait que tu me parles justement en fait de ces initiatives et surtout comment en fait elles viennent influencer et contribuer justement en fait à notre écosystème ici. Oui, écoute. Premièrement, que je souhaite souligner, c'est que l'épanouissement d'une population ou bien d'un groupe ethnoculturel, d'un groupe social passe par la cohésion au sein de ce groupe, mais également la capacité économique. Et c'est cela qui me motive même à travailler dans le domaine du développement économique, c'est pour habiliter les populations vulnérables à s'auto-développer, à créer leur propre richesse. Donc, à travers cette vision, justement, nous avons mis en place un incubateur et accélérateur d'entreprises appelé Cassia, ici à Ottawa et dans tout l'Est de l'Ontario, qui, depuis bientôt 3 ans, accompagne plus de 500 entrepreneurs. On a plusieurs qui sont des lumières aujourd'hui dans notre écosystème et nous sommes très, très fiers. Et dans cette initiative, on s'entend que c'est lancer en affaires. C'est bien d'avoir de belles idées, toute l'énergie possible, mais on a besoin de ressources. Et accéder aux ressources en tant qu'immigrant, où tu dois te bâtir un dossier de crédit, tu dois avoir un réseau, c'est pas toujours évident. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, toujours en chemin, de créer un salon où nous pouvons
ramener sur la table de discussion les différents potentiels partenaires, les différentes institutions de financement et préparer des entrepreneurs à accéder à ce financement-là. Donc, nous sommes rendus à la 3e édition et on a vu depuis la première édition à quel point ramener sur la table de discussion les institutions financières, les investisseurs privés a permis à plusieurs entreprises aujourd'hui de voir leur potentiel exploser parce qu'ils ont eu accès aux ressources nécessaires. Donc, le SAFI et Cassia, c'est justement 2 initiatives conjointes dont l'une est complémentaire à l'autre. D'ailleurs, je profite, si tu as un appel à partenaire à faire, fais-le maintenant, on ne sait jamais. Mais oui. Donc, je te donne la parole si tu veux faire ta petite pub pour appeler les partenaires. Oui, tout à fait. Le salon de financement est en cours de préparation et comme d'habitude, en janvier, nous aurons la 3e édition. Vous allez recevoir dans quelques jours les dossiers de partenariat, donc n'hésitez pas à appuyer activement le salon de financement. Super. Donc, en parlant de financement, tu as sorti un livre, justement, Votre temps, votre argent. Donc, si je ne dis pas, c'est bien ça, hein? Oui. Le titre, ok. Donc, votre temps, votre argent, votre héritage. Voilà, c'est ça, votre héritage, très important l'héritage. Moi, j'aimerais savoir déjà, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure d'écrivain, en fait, au final? Écrivain, auteur. Ça sonne fort, là. Ah, bah, c'est ce que t'es, là, t'as écrit un livre, oui. Le livre est sorti, le livre est disponible. Écoute, donc, c'est ça, auteur, écrivain, on t'écoute. Écoute, à la base, j'ai toujours été quelqu'un passionné par les finances. Et lorsque je me suis lancé en affaires, j'ai compris davantage l'importance de maîtriser ses finances, maîtriser le moindre dollar qu'on investit ou bien comment est-ce qu'on l'utilise pour pouvoir bâtir notre patrimoine. Mais votre temps, votre argent, votre héritage, c'est plus 3 piliers fondamentaux qui peuvent faire de nous une personne clé, développer notre plein potentiel en gérant notre temps, qui est la priorisation, qu'est-ce qui passe avant l'autre, pourquoi choisir une décision plutôt qu'une autre et comment est-ce qu'elle peut impulser notre parcours, notre argent, votre argent, parce que ce sont ces ressources-là qui vont vous donner tous les sens que vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre plein potentiel. Et enfin, votre héritage, c'est notre après-nous, notre passage sur la terre. Ne se limite pas seulement aux biens matériels qu'on acquiert, mais c'est également ce que nous laissons à notre génération, à notre progéniture également. Donc, pour moi, ce sont 3 piliers fondamentaux qui permettent à tout individu de pouvoir laisser une trace indélébile durant son parcours qui est parfois court sur cette terre. C'est pour ça que ça m'a inspiré à mettre sur du papier et à transmettre justement, que ce soit la génération présente, mais la génération future également. J'ai eu l'occasion justement d'assister à ton lancement. Donc encore une fois, toutes mes félicitations. Et puis j'ai aussi l'occasion de lire aussi ce bel ouvrage. Et je trouve que c'est très, très personnel. Tu parles beaucoup de toi, beaucoup de ton histoire. Et moi, je voulais savoir en fait... pourquoi avoir voulu en fait que tu sois le personnage principal de ton propre livre? Oui, j'ai choisi justement de m'introduire comme le canal conducteur de mon ouvrage parce que mon parcours a été est très, très inédit. Aujourd'hui, je peux m'identifier comme entrepreneur, je suis gestionnaire, je suis leader communautaire. Oui. Mais tout cela n'a jamais été 10 ans passés, ce n'était pas le cas. Et j'ai eu une enfance très difficile, j'étais très malade. Et beaucoup de personnes ne voyaient pas grand-chose en moi, bien que j'étais intelligent. Mais à travers les difficultés de la maladie, l'isolement, j'ai pu trouver la force justement de commencer à m'éduquer, de commencer à lire, de commencer à écrire. J'ai commencé à écrire très tôt dans mon jeune âge. Et j'ai voulu raconter également pour montrer au monde que, en fait, peu importe d'où on vient, on peut arriver quelque part. Bah, oui. Que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, que ce soit même le succès, on a toujours la possibilité de bâtir notre chemin et de recommencer, bâtir
tel que nous le voulons. Justement, j'aime bien, tu as parlé de finances, il y a aussi d'héritage. Et tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de ressources. Donc, est-ce que tu penses que pour être un bon entrepreneur, est-ce que c'est important justement d'avoir des ressources financières pour pouvoir réussir notre aventure entrepreneuriale? C'est sûr que oui, hein, c'est sûr que oui. Ah, Tu vois, ce bel endroit, tout ce matériel et Mhm. tout est acquis à travers les ressources. Mhm. Le premier principe du succès, c'est la ressource. On ne peut pas avancer sans ressources. Et cette ressource peut être naturelle, qu'on transforme en ressources financières qui Bah nous oui. permet justement à nous protéger, à avoir un toit, à nous vêtir et à nous éduquer. Tout tourne autour de la ressource, en fait. C'est pour ça que c'est un élément clé que ce soit de mon ouvrage, mais également de mes initiatives. On parlait du financement. Ouais, avec Safid, ouais, par exemple, par exemple. Mais alors, comment tu penses en fait qu'on devrait reprendre le contrôle sur notre temps, mais aussi sur nos finances? Comment on peut faire au final en tant qu'entrepreneur? Écoute, c'est une question tellement profonde, mais moi je dirais, tout part déjà de notre vision même de notre avenir. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce qu'on fait? Et une fois qu'on est capable de se recentrer sur son pourquoi, on trouve en soi la motivation de pouvoir avancer. Et le pourquoi est le moteur. C'est lui qui alimente, c'est mon essence en fait. Et c'est de là que partent toutes les initiatives. Trouver son pourquoi, c'est trouver son énergie et son essence. Définitivement. Et par rapport aussi à l'héritage, toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser justement comme héritage? Parce que c'est bien beau de nous parler de nous, d'héritage, mais toi, c'est quoi que tu aimerais laisser? Que ce soit aux futures générations, les générations présentes, à tes enfants aussi, peut-être petits-enfants, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux laisser? Le premier héritage que je souhaite léguer à la génération présente et à la génération future, c'est la connaissance actuelle. Et à travers l'écriture, on peut raconter son histoire, on peut la présenter au monde telle qu'on la sent, donc on ressent. Et ça permet justement aux personnes qui nous lisent et aux personnes qui vont venir après nous, lorsque nous ne serons plus, de savoir qu'est-ce qui était en ce moment et comment partir de là pour grandir. Et on va voir que dans nos origines afro-descendantes, on a de plus en plus de personnes qui décident de transmettre le savoir à travers l'écriture. Ce sont des choses que dans le passé, on n'avait pas suffisamment valorisées et qui, pour moi, est un élément clé. C'est pour ça que je me dis, transmettre notre savoir, notre vécu présent aux générations futures à travers nos écrits, c'est la meilleure façon qu'on peut leur permettre de s'identifier, de développer leur confiance en soi. Et justement, il y a quelques minutes, on parlait de Today Finance. Donc, il y a le volet édition qui est apparu et j'ai trouvé très intéressant la manière de pourquoi et comment elle est apparue. Et puis, j'aimerais beaucoup que tu partages ça avec nous. Écoute, le volet édition est apparu justement à travers des défis qu'on vit. Moi, je vis des défis personnels. Lorsque j'ai voulu me lancer dans mon premier projet d'écriture, j'avais une petite ébauche, j'ai rencontré du monde et tout pour pouvoir avoir de l'accompagnement. Mais malheureusement, je n'ai pas eu une porte ouverte. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne serais pas la porte ouverte pour d'autres personnes? Et de là est partie la création de mon label d'édition qui aujourd'hui accompagne d'autres entrepreneurs dans le domaine de l'écriture également. J'ai déjà commencé à travailler avec des entrepreneurs africains qui veulent se lancer dans des projets d'écriture. Donc, c'est de là, si on ne trouve pas de porte ouverte, devenons la porte. Bah ouais, carrément, définitivement. Pour d'autres personnes. Définitivement. Tu as dit que Today voulait dire famille dans la langue, dans une des langues de ton pays. Et qu'on parle de famille, il y a quelqu'un avec qui tu travailles énormément, il s'agit de ton épouse. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la place qu'elle a justement en fait dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi au sein de Today. Que Today, la famille, c'est ma famille nucléaire, c'est ma famille d'origine, mais également c'est deux personnes
des partenaires de collège qui sont devenus des partenaires de vie et qui aujourd'hui sont des partenaires d'affaires. Ma seule partenaire d'affaires à tout dire, c'est mon épouse. Donc, on partage beaucoup de choses, une histoire. Elle est fondamentale dans tout mon parcours. Donc, je serais peut-être avec le souhait que j'ai en ce moment. À chaque fois que je pense à elle, mais je dirais que c'est aussi ça mon inspiration. Lorsque je pense à mon épouse, à Suzanne, je me rappelle d'où je viens et cela me permet de garder les pieds sur terre. En fait, on vient de très loin. Et avant qu'on conclue, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta mission? Alors, comme je souhaite de la santé, comme je souhaite de l'énergie, comme je souhaite de toujours garder la flamme active pour pouvoir soutenir le développement socio-économique de nos communautés et soutenir ma famille à continuer à grandir et à prospérer. Super, en tout cas, mille merci Georges d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite vraiment tout le succès du monde. Et quant à vous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. Super, merci.